Salut tout le monde. Vous vous souvenez de The Beast, la voiture la plus puissante du monde des années 70 dont je vous ai déjà parlé? Eh bien aujourd'hui, je vais vous présenter celle qui lui met une vraie raclée, avec le même moteur V12 Merlin de P51 Mustang, mais poussé à 3000 chevaux et une magnifique livrée digne d'un chasseur de la Deuxième Guerre mondiale. Allez, aujourd'hui, on s'attaque à la Chevrolet Bel Air 55, objectif final. C'est parti! Après la bête de John Dodd et son moteur de Spitfire, et la Plymouth Air et son moteur radial d'hydravion, je crois que vous commencez maintenant à comprendre ma passion pour les bagnoles à moteur d'avion. Eh bien, ce n'est pas fini, alors pour ne pas rater les suivantes, vous connaissez la manœuvre, 2 petits clics, et on y va. Bon, bien sûr, si vous êtes là, c'est que vous avez vu la miniature de la vidéo, et vous avez déjà compris qu'on a là un véritable monstre qui ne se contente pas d'une pauvre carrosserie bricolée à l'arrache autour d'un gros moulin. Ici, tout a été étudié dans le moindre détail pour en faire une vraie bête de concours, et street légale en plus. Du moins en 2009 en Australie, parce que je pense vraiment pas qu'aujourd'hui elle aurait sa place sur nos routes en France. Alors la première question que je me suis posée, forcément, c'est « Mais putain, qui est-ce qui a encore eu l'idée de fabriquer un truc pareil ?» Eh bien, le taré qui est à l'origine du projet, ce n'est pas n'importe qui, c'est Rod Hadfield. Pour vous situer un peu le gazier, c'est tout simplement le boss du hot rod en Australie depuis 1976. Il était spécialisé dans l'importation de muscle cars américaines qu'il passait en conduite à droite avant de les customiser pour ses clients. Mais il ne se contentait pas que de les construire, ces hot rods, il les conduisait aussi. Il a été par exemple le premier à passer les 200 miles par heure sur le lac salé de Gardner en Australie, et il a même ouvert son propre musée de hot rod à Chewton, au nord de Melbourne. Alors si vous passez dans le coin, à 1$ l'entrée, ce serait dommage de s'en priver. Voilà, le gars ce n'est pas un sombre inconnu qui bricole ça au fond de son garage. On a là affaire à un vrai pro qui emploie 18 personnes pour faire tourner la boutique. Et dans les années 80, Rod Hadfield rachète une épave de Chevrolet Bel Air de 55, coupé sport. Et pour l'occasion, il se fait une promesse, y mettre le plus gros moteur possible avant de prendre sa retraite. Pour la petite anecdote, cette Chevrolet qu'il a rachetée a appartenu à la star du cinéma, Ava Gardner, et avait fini à la casse après un grave accident. Bref, pour la gavette de chevaux, son choix initial s'était porté sur un moteur de char anglais, le Meteor, un V12 de 27 litres de cylindrée, dont sera directement dérivé le Merlin. Mais avec seulement 750 chevaux, ça lui paraissait un petit peu limité, alors il va se rabattre un peu plus tard sur un vrai Merlin justement. Et ce moteur, il ne traînait pas en vrac au fond d'un hangar crasseux, non. Celui-là, il avait déjà un palmarès puisqu'il avait été boosté à 3000 chevaux grâce à un double compresseur et monté dans un bateau de course des années 70, le Miss Budweiser qui avait remporté 3 fois le championnat international d'hydroplane dans la catégorie illimitée. Là tout de suite, on sent qu'on va avoir droit à du sérieux. Mais avant que tout ça ne prenne la route, il va y avoir un petit peu de boulot quand même. Et pour assembler toutes les pièces du gros mécano, il va falloir 6 ans de travail en tout. Pour supporter les 3,5 tonnes de la bête, ils vont commencer par assembler un châssis composé de caissons soudés et d'un treillis de tubes d'acier qui va leur prendre 2 ans de travail. Les trains avant et arrière proviennent d'un pick-up Chevrolet C30 dont les suspensions ont été renforcées, forcément. Et le système de freinage vient d'un Ford F350, mais avec des disques plus gros et des étriers à 6 pistons. Et pour faire passer la puissance au sol, ils vont devoir la chausser avec des pneus sur mesure, des 455 de large sur des jantes de 18 pouces. Bon ça, c'était la partie facile, parce que maintenant, il faut faire rentrer le cœur du monstre de 1 tonne là-dedans. Et contrairement à un avion où l'axe du moteur sort par l'avant pour faire tourner l'hélice, ici, ils vont devoir monter le moulin à l'envers pour envoyer la puissance aux roues arrière, via une transmission à 2 vitesses et une boîte de transfert qui permet de doubler les tours minutes du moteur. Bah oui, un Merlin, c'est fait pour tourner entre 1600 et 2500 tours minutes max. Alors bien sûr, pour refroidir tout ça, il va aussi falloir pas moins de 4 gros radiateurs, 2 à l'avant et 2 à l'arrière posés derrière les réservoirs de 200 litres de carburant et 70 litres d'huile. D'ailleurs, pour se simplifier les choses, les moteurs ont été adaptés pour tourner au sans-plomb et non plus au kéro. Et vous avez sûrement remarqué aussi que pour garder les proportions de la cheville et ne pas en faire une espèce de bagnole à rallonge digne du loup de Tex Avery, le moteur a été positionné très en arrière dans l'habitacle, ce qui fait que les 2 sièges des pilotes ont été mis à la place de la banquette arrière. Et entre les 2 baquets, on retrouve toute l'instrumentation d'un véritable cockpit d'avion. Well, here's the start procedure, and it's like starting a plane, so hopefully I don't screw this up. First, we have to turn on the main battery switch. Then we drop down, we open up the oil tank. The next thing we have to do is turn on the fuel and the ignition. We have to run the magneto switches both up, pull out the fuel mixture all the way out, and at the same time, I'm going to push the start, the coil boost, and this little button here.
Alors bien sûr, pendant que les uns s'amusaient avec leurs postes à souder et leurs clés de 12, les autres, ils avaient de quoi bien s'occuper avec la carrosserie. Allez, je vous l'ai dit, la voiture elle a été récupérée à l'état d'épave. Il aura donc fallu tout redresser, enlever 45 ans de crasse et de rouille et remplacer les panneaux hors d'usage avant de rigidifier le tout. Le but, c'était de pouvoir déshabiller la belle quasiment d'une seule pièce, ou plutôt en deux pièces. Une pour le capot et les ailes avant, afin de mieux accéder au moteur, et une autre pour tout le reste du corps de l'engin. Pour y arriver, ils vont devoir intégrer le plus discrètement possible tout un système de treillis métalliques pour rigidifier la carrosserie en acier et éviter qu'elle ne s'effondre sous son propre poids à chaque démontage. Et on peut dire que le résultat final est plus que réussi. Même l'écope d'air sur le capot a été usinée pour ressembler à celle qui se trouve sous le P51 Mustang. Bon voilà, châssis, check, moteur, check, carrosserie, check, on a tout ce qu'il faut pour en faire une vraie voiture. Reste maintenant à lui donner ses peintures de guerre pour en faire un vrai Warbird de la Seconde Guerre mondiale. Pour l'occasion, Rod Hadfield, qui est aussi un vrai passionné d'histoire militaire, et surtout d'aviation, a voulu rendre hommage au 352e escadron de chasse qui a combattu au-dessus de l'Europe entre 1943 et 1945. Cet escadron de chasse, d'abord équipé de P-47 Thunderbolt puis de P-51 Mustang, était un des plus titrés de la guerre avec pas moins de 729 victoires pour seulement 29 pertes, et comptait une dizaine d'as dans ses rangs. Et vous vous en doutez, leurs avions qui étaient basés à Bodney Airfield étaient reconnaissables grâce à leur P-51 Mustang nez bleu, d'où leur surnom, les Blue Nose Bastards of Bodney, les bâtards au nez bleu de Bodney dans la langue de Molière. C'est le seul escadron, par exemple, à avoir reçu une Distinguished Unit Citation après avoir réussi à défendre un raid de bombardiers contre des ennemis très supérieurs en nombre et à les repousser sans avoir subi aucune perte. Les Blue Nose Bastards auront aussi participé aux opérations du débarquement en réalisant des attaques au sol et ils seront les premiers à être déployés sur le continent après le 6 juin. Ils vont même recevoir la Croix de guerre française avec palme lors de l'opération Bodenplatte. Pendant cette opération d'envergure, sorte de barreau d'honneur de la chasse allemande qui devait détruire les bases aériennes alliées, 12 P-51 ont pris l'air sous le feu de 50 chasseurs ennemis. Et en l'espace de quelques minutes, à 4 contre 1, ils ont réussi à repousser l'attaque en abattant la moitié des agresseurs sans subir aucune perte. Bon, voilà pour la petite histoire. Alors maintenant, retour à l'atelier de peinture où les carrossiers vont peindre l'intérieur de la caisse et le châssis va du même vert que celui utilisé dans les P-51 Mustang. L'extérieur, lui, va avoir droit à une livrée gris-argent prête à recevoir le travail de Marty Everett de Alphabet Design. Et l'artiste va passer pas moins de 7 mois entiers à peindre tous les détails sur la carrosserie, marquage, pin-up, cocarde et surtout les 7000 rivets dessinés un à un à l'aérographe. Je suis sûr qu'il en rêve encore. Mais le résultat est bluffant et vaut largement les 70 000 $ que ça a coûté. Et pour pousser le délire jusqu'au bout, ils sont allés jusqu'à rajouter des répliques en bois de mitrailleuses sur les côtés. Allez, la seule faute qu'on peut leur reprocher, ce sont ces stickers-là, qu'on collait sur la carlingue des avions après chaque victoire d'un pilote. Vous avez remarqué, avec le drapeau japonais? Eh oui, le 352e n'a jamais été déployé dans le Pacifique, mais bon, alors on va dire que ça passe. Une fois terminé et homologué pour la route, pour un coût estimé à 1 million de $, Hadfield l'a tout de suite présenté au festival Summer Mats de Canberra, où elle a remporté le prix Top Judge en 2003. Il l'a ensuite emmené avec 2 autres de ses créations aux États-Unis. Là-bas, les 3 Hot Rod ont encore remporté de nombreux prix lors des principaux rassemblements du pays. Et après avoir fait le tour des plus grands meetings, Hadfield a mis la Final Objective en vente et elle a été rachetée par le collectionneur de muscle car Charlie Lillard. Charlie va la garder plusieurs années dans sa collection avant de la remettre en vente en 2009 lors d'une vente aux enchères Barrett Jackson. Il estimait qu'elle attirait un petit peu trop l'attention dans son quartier et qu'elle méritait de se trouver une nouvelle place aux côtés d'un chasseur P-51 Mustang par exemple, histoire de bien la mettre en valeur. En janvier 2009, elle sera donc adjugée pour la somme de 200 000 $ à peine. Aujourd'hui, Rod Hadfield a pris une retraite bien méritée, après avoir atteint son objectif d'offrir le plus gros moteur possible à sa Bel Air. Par contre, vous ne risquez de plus la voir sur les routes, puisqu'aujourd'hui, elle a aussi pris sa retraite dans un musée, et pas de la plus belle des manières à mon avis, puisqu'elle est exposée là, au fond d'un musée, entre 2 mannequins et 3 sacs de sable qui ne la mettent vraiment pas en valeur, et pas du tout à côté d'un P-51 comme l'espérait son ancien propriétaire. Bref, un vrai gâchis. Le moteur météore de Hadfield, lui, a tout de même fini dans une de ses créations, la Warman spéciale, mais ça, ce sera peut-être une autre histoire. Alors si ça vous fait envie, dites-le moi en commentaire, et en attendant, on se retrouve ici pour parler encore et toujours auto et aéro. Tchuss!